Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai grand plaisir à vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2007 et j'ai l'honneur de vous présenter le 18e numéro d'Entre nous soit dit. Nous sommes évidemment dans une situation politique intéressante, si je puis dire, car nous venons de connaître la fin du processus électoral du printemps 2007, avec les résultats que vous connaissez, et que nous allons évidemment plus ou moins commenter au cours de cette émission et dans les émissions suivantes, mais cette émission est plutôt consacrée à essayer d'évaluer si vraiment la situation française est aussi révolutionnaire que beaucoup de gens le pensent, et qu'en particulier notre invité le pense. Charles Gave, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage vraiment passionnant que je montre à la caméra. C'est une révolte, non sire, c'est une révolution. Et naturellement, la première question que je vais être tenté de vous poser, c'est est-ce que nous sommes vraiment dans le cadre d'une révolution? Mais auparavant, j'aimerais quand même vous présenter à ceux de nos téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes un économiste, vous êtes spécialisé dans les questions financières et vous êtes un auteur particulièrement avisé, car vous avez publié récemment 3 livres qui font autorité, Des lions menés par des ânes, c'est un titre qui déjà dit beaucoup de choses. Un autre ouvrage qui est intitulé curieusement, pour ceux qui n'auraient pas lu les évangiles, Un libéral nommé Jésus, que je montre également à la caméra, et très récemment, il y a quelques mois, C'est une révolte, non sire, c'est une révolution, les 2 derniers ouvrages étant publiés aux éditions Bourrin Éditeur. Alors, Charles Gave, vous avez dans ce dernier ouvrage repris une phrase du duc de... pardon, je cherche son nom, de La Rochefoucauld-Liancourt, Absolument. que je viens enfin de retrouver, qui, effectivement, était le grand maître de la garde-robe de Louis XVI et qui, au mois de juillet 1789, quand le monarque s'inquiétait de savoir ce qui s'était passé et quelle était la nature de ce trouble, s'était vu répondre « Ce n'est pas une révolte, sire, c'est une révolution ». Alors, si vous avez écrit un livre ainsi intitulé, c'est que vraisemblablement vous avez vu des correspondances avec la situation actuelle. Alors ma question sera très, très claire et très nette. Est-ce que nous sommes en juillet 1789? Oui et non. C'est-à-dire que la révolution de 1789 en France, pour parler comme un bon vieux marxiste, que je ne suis pas, c'était simplement le passage d'une économie qui était centrée sur l'agriculture et une économie qui commençait à être centrée sur la bourgeoisie, l'industrie, etc. Donc il fallait qu'il y ait un changement des pouvoirs politiques pour s'adapter à cette nouvelle donne économique. En quelque sorte, pour reprendre l'idée marxiste, l'infrastructure économique déterminait la superstructure politique. Et donc, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que l'infrastructure économique est en train de changer du tout au tout, et que donc ça appelle à un changement de superstructure politique. Maintenant, comment ce changement va-t-il se passer? Il se passe plus ou moins bien dans certains pays. Et maintenant, la question qui va se poser à la France, c'est comment intégrer cette nouvelle donne économique. Alors, cette nouvelle donne économique, on peut peut-être la résumer à travers vos propres réflexions. Vous avez distingué 3 phases dans l'histoire de l'humanité. La première phase, c'est évidemment celle qui a commencé avec l'invention de l'agriculture. Plus exactement, auparavant, c'était une phase pastorale, dirons-nous. La cueillette. La cueillette, et puis ensuite il y a l'agriculture, puis l'industrialisation aux environs du 19e siècle, et puis maintenant, nous sommes dans la phase dite de la connaissance, c'est-à-dire que nous sommes dans la civilisation de l'information. Alors, la France a bien entendu franchi les 2 étapes précédentes. Non sans mal. Non sans mal, mais elle semble avoir beaucoup de difficultés à entrer dans la phase dite de l'information, ce qui est un petit peu contradictoire, car les Français sont devenus de très grands adeptes du téléphone portable et surtout d'Internet. Donc, finalement, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a entre la structure même de la population française, et de la société française, et la superstructure qui la dirige, une rupture absolument évidente, dont on se demande combien de temps elle va pouvoir durer, en tout cas dans son état actuel, avant qu'il y ait un reclassement général et finalement une révolution au sens peut-être le plus neutre du terme, c'est-à-dire un renversement complet de perspective. Est-ce que vous voyez dans les derniers événements qui se sont déroulés en France au point de vue politique des raisons de penser que, par exemple, cette révolution est en train de commencer à se produire? Écoutez, c'est très difficile à dire, mais l'impression que j'ai, c'est qu'une économie de la connaissance
est une économie dans laquelle le processus de création de richesse est complètement différent. Dans le passé, la façon dont l'économie fonctionnait, c'était chaque société devait faire trois choses. Elle devait dessiner un produit ou un service, elle devait le produire et elle devait le vendre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'action production au milieu, il n'y a pour ainsi dire aucune valeur ajoutée. Vous prenez par exemple l'exemple de Apple, c'est la grande société américaine qui fait le iPod, qui dessine leur iPod dans un studio en Californie, ils trouvent une victime qui va leur produire avec une marge de 2% à Taïwan, mettons, ensuite ils mettent leur logo dessus, ils le vendent dans le monde entier. La partie production a été remplacée par une partie logistique, c'est-à-dire où sont les gens qui sont capables de me produire ce bien et à qui vais-je les vendre dans les réseaux commerciaux. Donc vous n'avez plus besoin, ou du moins dans l'appareil de production, qui est à la fois lourd, gros consommateur de capital, gros consommateur de tension, eh bien tout ça est en train de disparaître et remplacé. Ce qui veut dire en termes clairs que pour la première fois dans l'histoire, les vrais créateurs de richesse, qui était le thème de mon premier livre, les entrepreneurs, sont indépendants de la géographie. Ils peuvent créer leur richesse là où ils le veulent, puisqu'autrefois il fallait qu'ils aient des usines avec de nombreux ouvriers, qu'ils aient des bureaux avec de nombreux employés. Aujourd'hui, pour la première fois, prenez l'exemple de Skype, dont nous parlions tout à l'heure, eh bien Skype, ça a été créé par un Suédois et un Danois, qui ont domicilié ça quelque part dans un des anciens pays de l'Est, la Lituanie, l'Estonie, je ne sais plus, et quand ça a été vendu à eBay pour 2,8 milliards de dollars, ni la Suède ni le Danemark n'ont vu quoi que ce soit. Donc l'acte de création de richesse devenant indépendant de la géographie, les impôts payés par les créateurs de richesse deviennent de ce fait volontaires. Vous ne pouvez plus imposer à quelqu'un jusqu'à ce qu'il en crève, sous le prétexte qu'il est votre national. L'impôt volontaire, ça c'est vraiment le rêve. Eh bien, c'est vers cette direction que nous allons. Donc, un impôt volontaire suppose un État minimum. Voilà. Et donc, efficace. Efficace. Donc, une révolution. Voilà. Donc, revenons-en à quelques-unes des mesures qui sont prises par le nouveau gouvernement français, parce que le président de la République qui vient d'être élu, bon, vous avez, bien que vivant la plupart du temps à l'étranger, vous avez quand même pris connaissance un peu de ce qui se passait dans ce qui reste votre patrie, quoi qu'il arrive. J'ai même voté. Et vous avez même voté. Mais est-ce que vous pensez que finalement, ces quelques mesures qui sont au fond caractéristiques d'une augmentation de la demande et non pas du tout d'une amélioration de l'offre, sont susceptibles de nous amener vers la voie du changement, ou au contraire, est-ce que nous allons encore stagner dans une espèce d'attentisme, comme si on attendait Godot, et que Godot viendrait un jour pour ramener la France dans le droit chemin, c'est-à-dire dans le chemin à la fois de la liberté, de l'efficacité et de la prospérité pour tous? Ce que vous dites est une question importante, ce qui nous amène à préciser immédiatement, dans cette nouvelle économie, pour un pays comme la France, quels sont les secteurs de croissance. Puisque ce qu'on veut, c'est recréer les conditions du plein emploi. Les secteurs de croissance, ça va être à l'évidence la recherche et le développement, et bien entendu l'éducation. La base sur laquelle vous ne pouvez pas avoir de recherche et développement. La deuxième, c'est tout ce qui est santé, qualité de la vie. Le troisième, je l'ai déjà mentionné, c'est la logistique. Et le quatrième, c'est, pour des raisons que je développerai peut-être plus tard, tout ce qui est gestion de l'actif et du passif des particuliers, la connaissance financière et l'optimisation du bilan des particuliers et des sociétés. Si vous regardez les mesures qui sont prises et dont on envisage que ce gouvernement va les prendre, vous avez un discours selon lequel on va donner l'autonomie aux universités. Ça, c'est bien. Il ne faut pas se le cacher. Sur tout le reste, dans la santé, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un grand accroissement de la liberté. Au contraire, on continue à penser, on le cherche encore. On continue à penser qu'un accroissement des dépenses de santé, ça met la sécurité sociale en faillite, ce qui ne veut rien dire, puisque dans la mesure où il n'y a pas de prix libre dans la sécurité sociale, la notion de déficit ne veut rien dire, puisque c'est l'État qui décide aussi bien des recettes que des dépenses. En ce qui concerne la logistique, il faudrait pour ça déréglementer massivement tout ce qui est activité de transport, qui pour l'instant ne se fait pas beaucoup. Et enfin, la déréglementation financière, on en bénéficie, mais compte tenu du fait que nous avons un droit contraignant,
et qui procède par code, et non pas comme dans les droits anglo-saxons par précédent, les gens qui nous gouvernent décident de ce qui sera... Tout ce qui n'est pas permis est interdit. Alors que moi, ayant vécu à Londres pendant 25 ans, je suis un endroit anglais, tout ce qui n'est pas interdit est permis. C'est pour ça que les places financières se développent dans les pays anglo-saxons et par ailleurs. Alors effectivement, on peut s'interroger sur la suite des événements, puisque vous venez de décrire un certain nombre de secteurs où il n'y a pas beaucoup d'avancées, sauf l'autonomie des universités. On peut peut-être ajouter qu'en matière de recherche et de développement, les sommes consacrées sont souvent des sommes consacrées en perte, tout simplement parce que cette recherche en France est totalement administrée et qu'elle ne produit pas beaucoup de résultats. On connaît le mot fameux du général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Bon, évidemment, tout cela tient au fait que ce ne sont pas des entreprises privées qui sont chargées de la recherche, mais uniquement des organismes de type administratif et fonctionnalisés, où l'on fait sa carrière sans jamais bouger ou en bougeant très peu, et donc le résultat est à l'avenant. Mais au-delà de tout cela, il y a quand même un aspect que vous avez très bien souligné dans vos ouvrages, c'est celui de la coexistence en France de deux secteurs radicalement antagonistes et qui évoluent chacun à une vitesse différente. Alors vous avez expliqué qu'il y a le secteur administré, c'est-à-dire celui qui vit de l'argent public et dont la progression est très régulière, au rythme de 3% par an. Et puis vous avez le secteur concurrentiel, qui représente quand même 60% des emplois et qui, lui, n'est affecté que d'un taux de croissance ridicule de 1%. Alors il y a évidemment une corrélation entre les deux phénomènes, et cette double marche, est-ce qu'elle ne va pas finir par faire se rencontrer ces fameuses parallèles et produire une explosion? Quelque part, ça s'est déjà produit dans quelques pays. Le secteur administratif dont vous parlez, qui est fondé sur l'économie marxiste, avec tout ce qu'on peut en dire, c'est un secteur qui fonctionne toujours en déficit, c'est-à-dire qu'il est en perte absolument perpétuelle. Quand vous avez un déficit de cash flow, la seule façon de le résoudre, c'est d'emprunter. Et ou de faire payer le secteur productif, d'augmenter les impôts sur le secteur productif. Sans qu'on puisse exactement déterminer quelle est la limite, on sait très bien, comme on l'a vu en Union soviétique, voire en Suède en 1992, voire au Canada il y a une dizaine d'années, qu'à un certain moment, la ponction qu'exerce le secteur non productif sur le secteur productif devient telle qu'on rentre dans une espèce de spirale baissière qui s'accélère. Où en sommes-nous exactement en France? C'est très difficile à dire, mais si on fait abstraction du temps, la sortie est inévitable. C'est cette spirale baissière. Quand va-t-elle se produire? C'est la question grave. Ça dépend beaucoup des réformes qui vont être mises en place maintenant. Si on réussit à accélérer de façon structurelle la croissance de la partie productive, cette partie productive pourra supporter plus longtemps la partie non productive. Mais si on ne met pas en place les réformes, le taux de croissance de la partie non productive restant la même, on va avoir un problème. Pour résumer ce que j'essaie de dire, si la partie non productive croît de 3% par an et que l'autre croît de 4% par an, l'ensemble du système s'améliore. Si on continue à croître de 1% dans la partie productive, eh ben, on va se planter. Alors on est déjà en train de se planter, puisque une grande partie des Français les plus productifs ont déjà élu résidence à l'étranger, un peu plus près ou un peu plus loin. En ce qui vous concerne, c'est plutôt plus loin, puisque vous êtes à Hong Kong. J'ai passé 25 ans à Londres. Hein. Voilà, donc 25 ans à Londres. Mais enfin, d'une façon générale, il y a plus de 2 millions de Français qui ont élu domicile et activité ailleurs qu'en France. À ce sujet, une petite anecdote. Oui. J'en discutais avec le consul à Hong Kong, puisque Hong Kong, ils ont un consulat, l'ambassade est à Pékin, qui me disait qu'il savait qu'il y avait plus de 700 entrepreneurs français à Hong Kong qui avaient développé des affaires tout à fait remarquables et qui refusaient de se faire inscrire au consulat. Parce qu'ils craignaient d'être embêtés les jours où ils rentraient en France, sur tous les aspects fiscaux, etc. Quand, c'est le seul pays au monde où ça se passe, quand des entrepreneurs perçoivent de façon tellement violente l'hostilité de l'administration qui normalement devrait les aider,
on peut penser qu'il y a un problème. Il y a exactement le même problème, figurez-vous, avec ce qu'on appelle le bouclier fiscal. Il existe d'ailleurs depuis environ un an, en tout cas c'est un peu plus, c'est le gouvernement Villepin, je crois qu'il l'avait mis en place. Il consiste à faire en sorte qu'une personne ne puisse pas payer davantage que 50% de son revenu au titre de l'impôt. Tous impôts confondus, sauf la CSG à l'époque. Eh bien, M. Sarkozy a pour projet de faire passer ce bouclier fiscal à 60% et d'y inclure, paraît-il, la CSG, ce qui n'est pas négligeable, parce que plus avec la CRDS, ça représente quand même 8% du revenu. Mais ce qui est très notable, c'est que finalement, il y a assez peu de personnes qui ont fait usage de cette disposition parfaitement légale, de même qu'est parfaitement légale la situation des entrepreneurs français vivant à Hong Kong, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, si nous faisons cela, nous allons nous signaler à l'administration fiscale. Donc nous risquons d'avoir un contrôle qu'ils ne craignaient pas en théorie, puisqu'ils n'avaient rien à dissimuler, mais dont ils savent que ça produit beaucoup d'ennuis, quoi qu'il arrive. Et si nous le signalons, si nous ne le signalons pas, nous risquons également de passer pour des gens qui cherchent à dissimuler quelque chose. Donc finalement, entre deux mots, ils ont choisi le moindre. La plupart d'entre eux n'ont pas signalé le bénéfice qu'ils pouvaient attendre de cette disposition. Ça illustre parfaitement ce que vous venez de dire. Quand on a affaire à une administration hostile, systématiquement hostile, au mieux, elle n'est pas trop malveillante. C'est tout ce que l'on peut dire. Donc comment voulez-vous qu'une société de confiance, puisque c'est le grand mot maintenant qu'on nous lâche, puisse fonctionner. Donc c'est là une différence majeure avec tous les pays développés. Alors vous qui voyagez beaucoup, comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce que tout le monde se méfie de l'administration à ce point-là? Je sais qu'aux États-Unis, on considère que l'administration est l'État, et le gouvernement est plutôt un ennemi, un adversaire, donc on s'efforce de le contenir. Mais dans les autres pays, comment cela se passe-t-il? La plupart du temps, en Angleterre, c'était une très bonne chose d'aller voir son administration. La façon dont ça se passe en Angleterre, c'est qu'il y a des règles de droit. Dans la mesure où vous respectez les règles de droit, personne ne vous demande jamais rien. C'est simplement si vous faites quelque chose d'illégal, à ce moment-là, vous pouvez avoir de très graves ennuis. Je vous donne un exemple pour résumer ce que je dis. Il a fallu que je fasse des déclarations sur la fortune en France, parce que j'ai une très jolie maison à Paris, sinon je me réjouis. Et donc j'ai été voir un spécialiste fiscal pour qu'il m'aide à remplir ma déclaration, parce que quand j'étais en Angleterre, j'allais voir une maison qui était spécialisée pour tout ce qui était les déclarations fiscales. Ils me faisaient remplir des questionnaires, et ensuite c'était eux qui le remplissaient et qui mettaient leur tampon sur leur papier en tête. Et ils m'avaient prévenu, si vous nous avez dit tout ce qu'il y a, s'il y a un problème, c'est le fisc nous aura, c'est une des grandes maisons comptables, en face de lui. Donc, c'est lui qui assume la responsabilité. C'est lui qui assume la responsabilité, dans la mesure où je ne les ai pas trompés. D'accord. Donc, quand je me suis retrouvé chez mon expert fiscal français, je lui ai dit, est-ce que vous pourriez assumer la responsabilité de le mettre sous votre papier en tête? Il m'a dit, pas du tout. Si je fais ça, ils vont immédiatement se rendre compte que vous l'avez fait remplir par un professionnel. Et donc, à ce moment-là, ça attirera leur attention et ils viendront immédiatement voir ce qui se passe derrière. Donc, j'ai été absolument abasourdi, il a fallu que je le remplisse moi-même à la main, simplement pour ne pas attirer l'attention de l'administration fiscale. Quand on arrive à des degrés de paranoïa tels, il me semble que l'administration fiscale française devrait se poser des questions sur la relation qu'elle a avec les gens qui, après tout, l'entretiennent. Quand on parle de service public en Angleterre, on dit que les fonctionnaires sont au service du public. Ils sont réellement au service du public. Ils cherchent à vous aider, vous leur posez une question, ils vont essayer de vous trouver la solution qui vous permettra de payer le moins d'impôts possible légalement. Vous pouvez aller dans n'importe quel bureau du fisc en Angleterre, il va vous aider à remplir, si vous n'avez pas quelqu'un pour le faire, de façon la plus avantageuse pour vous. Je n'ai pas la sensation que la même chose existe en France. Donc le problème, c'est que nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des sujets. Nous n'avons pas de liberté individuelle. Alors effectivement, ce constat, chacun peut le faire en France, et c'est un constat absolument désastreux, parce que on ne peut pas vraiment progresser dans une société s'il n'y a pas cet affectio societatis dont vous parlez dans votre livre, et qui consiste pour l'essentiel à avoir d'une part envie d'être ensemble, et d'autre part avoir convenance à travailler ensemble aussi, c'est-à-dire avoir la possibilité, sans qu'il y ait trop de heurts, de faire ce que l'on a à faire et d'obtenir le résultat de son travail.
Alors, il est évident qu'avec les lois que nous subissons en France actuellement, cette ambition est totalement hors de portée. Et il n'y a pas dans le programme qui a été actuellement avancé par M. Sarkozy de dispositions visant à améliorer les choses à cet égard. C'est un point très inquiétant parce que on peut être absolument certain que c'est une des causes majeures du mauvais état de la société française, à laquelle il faut ajouter évidemment l'envie, un des péchés capitaux que vous stigmatisez dans votre livre, et qui est effectivement un frein terrible au développement et au développement d'une société de confiance. Alors il est quand même intéressant de noter que, pour ne pas vous sentir trop seul, sûrement parmi les libéraux, vous avez appelé le témoignage de Jésus. C'est un livre vraiment très excitant pour l'esprit. Je ne suis pas absolument certain que tous les théologiens vous donneront une absolution sans réserve, même si c'est... Moi j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt, et je ne suis pas théologien, donc je ne peux pas vous donner d'absolution, mais en tout cas, vos interprétations des paraboles de Jésus sont tout à fait lumineuses, et en particulier, j'aimerais alors que nos auditeurs et téléspectateurs ne s'inquiètent pas, nous n'allons pas verser maintenant dans la théologie, bon, on va rester dans l'économie. La parabole des talents, c'est tout à fait extraordinaire. Ça illustre bien ce que nous venons de dire, dans le cadre de l'analyse de la société française. Alors comment voyez-vous cette parabole des talents ? Mais écoutez, pour moi, c'est tout à fait étonnant, les évangiles, parce que ce premier livre que j'ai fait, qui s'appelait Des lions mêlés par des ânes, c'était une tentative pour expliquer comment une économie fonctionne de façon logique. La thèse, c'était que ceux qui prennent des risques doivent, en moyenne, gagner plus que ceux qui n'en prennent pas, ce qui me paraît parfaitement légitime. Et j'ai eu toute une série de mes amis, chrétiens de gauche, etc., qui m'ont dit, c'est peut-être vrai ce que tu dis, mais c'est moralement inacceptable. Je leur ai dit, pourquoi donc ? Ils m'ont dit, parce que c'est complètement contraire au message fondateur de notre civilisation, qui est les évangiles. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais aller relire les évangiles. Et quelle n'a pas été ma stupéfaction, en les relisant, de découvrir que les évangiles étaient profondément libéraux. Donc, si vous prenez la parabole des talents, qui était votre question, ce qui ressort des évangiles, c'est un appel perpétuel, d'abord à la responsabilité individuelle, d'être responsable de ce qui nous arrive, et ensuite un appel à la prise de risque. Et si vous lisez les évangiles, c'est extraordinaire, quel que soit le domaine dans lequel la prise de risque a eu lieu, si la personne derrière s'est cassée la figure, comme par exemple la femme adultère, eh bien, le Christ est prêt à pardonner. Le seul qui n'est jamais pardonné, c'est le rentier, c'est-à-dire celui qui dort sur son tas d'or, qui l'enterre, qui ne veut pas prendre de risque. Et j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire, parce que finalement, aujourd'hui, les rentiers, ce n'est pas ceux qui ont des obligations d'État, c'est nos fonctionnaires. Donc, quelque part, il y a les évangiles, c'est défense et illustration de l'entrepreneur et condamnation du rentier. Si vous avez de l'argent et que vous ne le mettez pas en risque, vous irez en enfer. Et c'est effectivement ce qui risque d'arriver au troisième serviteur de ce maître qui avait distribué, qui n'a pas pris de risque. Qui n'a pas pris de risque, et celui-ci bien, va se retrouver dans la GN. Dans la GN, là où il y a des pleurs et des grincements. Exactement. Alors c'est ce qui arrive à la France, vous savez. C'est ce qui arrive à la France, voilà. À force, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé, c'était celle du pape quand il a été élu, le précédent Jean-Paul II, n'ayez pas peur, c'était une phrase de nous. Eh bien, je crois qu'il y a toute une partie du personnel politique français qui dit aux gens ayez peur, et je suis là pour m'occuper de vous. Donc, le message politique en France, c'est quand même beaucoup, aussi bien de la gauche et malheureusement d'une partie de la droite, c'est de leur dire ayez peur, vous avez raison d'avoir peur, et moi je vais m'occuper de vous. C'est inacceptable pour un chrétien. C'est ce que d'ailleurs le président Reagan stigmatisait dans sa phrase fameuse, les mots les plus dangereux de la langue anglaise sont les suivants: je fais partie du gouvernement et je suis venu pour vous aider. C'est tout à fait ça. Donc, il a eu des formules merveilleuses, où le gouvernement, une autre formule que j'aimais beaucoup, qui n'est pas très convenable, le gouvernement c'est comme un bébé, ça a un appétit énorme d'un côté et aucune discipline de l'autre. Oui. Donc nous sommes effectivement, nous essayons d'alterner entre les... Ça n'est pas un livre de théologie, non, c'est un livre d'économie. J'ai lu les évangiles à la lumière de ce que je sais de l'économie. Et ce qui est stupéfiant, c'est que si vous lisez le Coran, si vous lisez l'Ancien Testament, c'est plein d'erreurs économiques. Si vous lisez les évangiles, il n'y a pas une seule erreur de raisonnement économique, c'est-à-dire la théorie de la valeur marginale est dedans en toutes lettres. C'est absolument extraordinaire de voir que toute la théorie économique moderne est
était écrite noir sur blanc dans les évangiles. Pour ceux de nos téléspectateurs qui voudraient avoir une meilleure connaissance de la théorie de la valeur marginale, il leur suffit d'acheter d'abord le livre de Charles Gave, bien sûr, car sinon ils ne retrouveront peut-être pas le bon passage, mais on va quand même le leur dire. Là, il s'agit tout simplement des ouvriers de la 11e heure. C'est là ouvriers de la 11e heure, ou la pauvre petite vieille dame qui met un tout petit peu d'argent, voilà. Et le Christ dit, elle a mis très peu d'argent, mais c'est plus que si tous les riches avaient mis tout l'argent du monde, parce que pour elle, elle a donné le nécessaire à la place de donner le superflu. Et bien ça, c'est la théorie de la valeur marginale. C'est-à-dire que pour elle, cette toute petite obole avait une valeur immense. Alors c'est évidemment très excitant pour l'esprit, et on se demande même si finalement on ne devrait pas, au fond plutôt nous libéraux, qui avons en général peu de tribunes, maintenant nous en avons une grâce à cette télévision, nous pourrions au fond nous approcher du parvis des églises. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans les églises, et c'est au fond peut-être là que nous arriverions à persuader les gens que le libéralisme n'est pas du tout l'ennemi de l'individu, bien au contraire. Mais le libéralisme, c'est la continuation directe. Le libéralisme, c'est l'envers de la liberté économique et de la démocratie représentative, et tout ça est né à peu près en même temps, entre le 16e et le 18e, et il y a eu un recul intellectuel gigantesque qui s'est fait au 19e, 20e, pour ramener l'État à l'intérieur d'un certain nombre d'endroits où il ne devrait pas être. Milton Friedman, tout le monde le maître, me disait toujours, il y a 3 zones de liberté. Vous avez la liberté sociale, la liberté économique, la liberté politique, et l'État doit être maintenu dans la sphère politique. La sphère sociale et la sphère économique, la liberté doit y régner. Or, en France, l'État politique a complètement envahi les 2 autres sphères, d'où le malaise dans lequel nous sommes. Le boulot, c'est de faire... Et la grande innovation des grands penseurs de la fin du XVIIIe, qui était à l'origine, par exemple aux États-Unis, les pères fondateurs, c'était d'empêcher qu'une Église ne prenne le contrôle du social et de l'économique. Or aujourd'hui, l'Église socialiste a pris le pouvoir dans l'État français. Nous allons maintenant marquer une brève pause pour vous permettre d'aller reprendre votre évangile et essayer de le relire rapidement, car nous reprenons presque aussitôt. A tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous sommes en présence de Charles Gave, ici, face à la caméra, en pleine gloire, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages fort intéressants et décapants. Je vous les ai montrés, mais je vous les montre à nouveau car il faut absolument les lire. C'est une révolte, sire. C'est une révolte, non sire, c'est une révolution, aux éditions Bourrin. Et un libéral nommé Jésus, également aux éditions Bourrin. Alors, ces ouvrages qui sont à la fois très agréables à lire, très faciles à lire et très instructifs. À chaque instant, des réflexions viennent vous secouer un petit peu et vous dire mais est-ce que j'avais bien raison de penser cela? C'est évidemment l'idéal quand vous dites cela, mais malheureusement il y a des gens qui n'aiment pas ça. Alors vous dites dans votre livre que finalement rien n'est pire que les gens qui perdent pied dans une discussion quelle qu'elle soit, car à ce moment-là c'est un de vos professeurs qui vous l'avez enseigné, à ce moment-là il se réfugie dans la négation ou dans je ne sais quelle attitude de fuite irrationnelle. Alors on a vraiment une illustration extraordinaire de l'irrationnel avec l'affaire de la TVA sociale. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Vous avez des gens qui se répandent, qui se sont répandus, qui continuent de se répandre dans les médias en vous expliquant qu'on va taxer les importations. D'abord, on ne taxe jamais les importations comme on le croit, et d'autre part, on nous dit, et en même temps, ça ne va pas augmenter les prix. Alors, il va falloir donc que les producteurs étrangers décident non seulement de devoir supporter, ils n'auront pas le choix, une taxe supplémentaire sous la forme d'une TVA, mais qu'en plus ils baissent leur prix parce que sinon ça ferait augmenter les prix en France. Et c'est ce genre de discussion qui a d'ailleurs donné les résultats brillants qu'on sait sur le plan électoral, puisque la majorité a fait un score décevant par rapport à celui qu'elle espérait. Et c'est ce genre de raisonnement qui est actuellement à la mode en France. Vous ne pouvez pas aborder un problème quel qu'il soit sans qu'il y ait des gens qui viennent vous dire des âneries. Alors ce sont ces fameux ânes qui dirigent les lions, mais comment expliquez-vous cette absence totale de raisonnement économique c'est assez élémentaire en plus, il ne s'agit pas d'aller dans les grandes théories économiques parfois difficiles à saisir, il s'agit simplement presque de bon sens. C'est-à-dire qu'en fin de parcours, c'est toujours le consommateur qui paye les impôts.
Donc je ne vois pas très bien qu'ils les payent à droite ou à gauche, ça n'a strictement aucun impact. La seule chose qui est intéressante, c'est les impôts doivent-ils être levés pour je ne sais quel désir de justice sociale, ou bien doivent-ils être levés pour payer les dépenses de l'État? Vous savez, c'est les deux grandes justifications des impôts. En ce qui concerne la justice sociale, tout le monde sait depuis bien longtemps que c'est une vieille lune, que votre justice sociale n'est pas ma justice sociale, n'est pas la justice sociale de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose. La seule justice sociale, c'est le plein emploi, la liberté d'entreprendre et la liberté de réussir ou d'échouer. C'est ça la justice sociale. Donc quand ces gens-là me disent, un, je vais faire un impôt qui accroîtra la justice sociale, et deux, qui ne pose pas la question essentielle, qui est du coût de fonctionnement de l'État qu'il faudrait faire baisser, mais qu'ils essayent encore une fois de sortir une nouvelle boîte à outils pour ajuster quelque chose qui par définition ne peut pas être ajusté, je me dis, voilà des gens qui encore une fois n'ont rien compris. Mais je ne mets pas en doute leur désir de bien faire, mais encore une fois... Oui, mais ce sont, comme les appellent les Anglais, des do-gooders, c'est-à-dire les gens qui veulent faire votre bien, mais avec votre argent, pas avec le leur de préférence. Toujours. Il y a eu d'ailleurs un sondage qui m'a beaucoup fait rire, qui est sorti aux États-Unis, mais malheureusement on n'a pas l'équivalent en France. Vous savez qu'aux États-Unis il y a les démocrates, qu'on dirait plutôt à gauche, et les républicains, qu'on dirait plutôt à droite. Eh bien, les gens du parti républicain, les républicains officiels, donnent beaucoup plus à la charité privée que les démocrates, qui eux sont toujours d'accord pour qu'on augmente les impôts, mais quand il s'agit de leur propre argent, ils trouvent qu'ils savent toujours beaucoup mieux en faire que le reste. Par exemple, John Kerry, l'ancien candidat à la présidence, avait brillamment donné $300 aux charités. Donc, quelque part, ces gens-là se déchargent de leur mauvaise conscience en augmentant les impôts sur les autres. Bon, c'est évidemment plus confortable. D'ailleurs, il y a dans la presse médicale ces temps-ci des études qui indiquent qu'effectivement, on a beaucoup plus de satisfaction à donner volontairement que quand on y est contraint. Chacun peut le vérifier. Je ne suis pas sûr qu'il faille de très longues études pour le prouver. Enfin, il y a quand même des études qui le prouvent. Alors, nous avons bien entendu toute une série de problèmes à résoudre en France. L'un des plus graves, c'est quand même celui des retraites. Et vous avez quelques pages dans votre ouvrage qui sont effectivement du meilleur à loi, car vous expliquez plusieurs choses. La première, d'abord, c'est que l'âge des retraites collectives est terminé. C'est-à-dire que les gens vont devoir changer plusieurs fois de métier dans leur vie, et que d'autre part, ils sont obligés d'avoir des retraites qui seront adaptées à chacune de ces situations. Donc il faudra bien que la retraite les suive eux, et non pas eux suivent l'institution chargée de leur distribuer des retraites. Mais il y a plus grave. Il y a le fait que, et ça c'est un phénomène essentiellement français, même si ça existe ailleurs, mais à un moindre degré, c'est que les retraites d'abord sont par répartition, ce qui veut dire qu'elles sont par nature liées au nombre de cotisants, lequel devant diminuer produit évidemment une grande tension sur les prestations que les gens peuvent attendre, et donc à un moment ou à un autre, inévitablement, une forte baisse. Et puis, il y a aussi le phénomène qui tient à ce que la partie qui n'est pas placée dans les retraites, et quand je dis placée, ce n'est pas le mot qui conviendrait, parce que c'est de la répartition, ça n'est pas placé. Mais l'assurance vie en France, qui représente quand même 1100 milliards d'euros, c'est une somme considérable, c'est d'ailleurs exactement le montant de la dette. Et c'est un argent qui est placé en obligation d'État pour l'essentiel. Donc là, il y a un problème. Parce qu'on a donné des avantages fiscaux à l'obligation d'État. Oui, mais... Encore une fois, le système fiscal français favorise le rentier, l'obligation de l'État, contre l'entrepreneur actionnaire. Mais le problème se pose à ce moment-là de savoir si un État aussi impécunieux que l'État français est fortement endetté va être capable de faire face à ses obligations d'une part, et vous dites clairement dans votre livre qu'au fond, la meilleure façon, si on veut vraiment s'assurer une retraite heureuse, et naturellement vous parlez par dérision, c'est surtout de placer son argent en obligation d'État et dans une monnaie, l'euro, qui n'est pas promise à un grand avenir. Alors tout ça doit évidemment fortement inquiéter ceux de nos téléspectateurs qui sont actuellement ou à la retraite ou en passe de la prendre. C'est une question essentielle, cette question des retraites, c'est la question de l'épargne, c'est la question
la prise de risque individuelle, encore une fois. Ce qui est désolant, c'est que les systèmes fiscaux et réglementaires en Europe sont de plus en plus actionnés par les âmes qui nous gouvernent, pour reprendre mon expression, pour favoriser l'achat par les différents intervenants des obligations. Je vous en donne un autre exemple, les compagnies d'assurance. Il y a une série de nouveaux règlements qui va sortir qui s'appelle Solvency 2, BAL 2. C'est une série de textes réglementaires à l'échelle européenne sur les compagnies d'assurance européennes. Eh bien, les réglementeurs, comme on l'appelle, je ne sais pas, ont décidé que le risque serait défini par la volatilité du placement sous-jacent. C'est-à-dire que les actions sont très volatiles. Eh bien, si vous achetez 1 en euros dans une action, vous devez mettre 1 de fonds propres. Ce qui est interdit à n'importe quelle compagnie d'assurance si vous mettez d'acheter des actions. Si vous mettez 1 en obligation d'État, par exemple italienne qui va faire faillite, à ce moment-là, vous n'avez besoin d'aucun fonds propre. Donc le système réglementaire est en train de forcer les compagnies d'assurance à acheter des obligations, après avoir forcé le public. Et il faut bien se rendre compte que si l'État donne des avantages fiscaux, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est parce que sans ça, il ne placerait pas sa saloperie de papier. Donc il faut bien que vous vous rendiez compte que la première des choses que vous devez faire dans le calcul de votre retraite, c'est de ne jamais accepter un avantage fiscal. Parce que vous savez qu'en terme, c'est vous qui allez le payer. Donc la première des choses, c'est que vous achetez chacun des investissements qui seront dans votre retraite en fonction de leur mérite propre. Et sur le long terme, rien ne vaut les actions. Vous dites également que l'ère des grands placements collectifs est derrière nous. Absolument. Et pour quelle raison? Eh bien écoutez, vous prenez, parce que la plupart des grands placements collectifs fonctionnent selon le principe de la performance relative. On l'a très bien vu à la fin des années 99, la plupart des grands gérants compétents sous-performaient les marchés des actions. Prenez la Bourse de Paris, certains d'entre vous la connaissent bien, je suis sûr. À la Bourse de Paris, il y avait 3 valeurs qui racolaient, c'était France Télécom, Vivendi et Alcatel. Eh bien, si vous n'aviez pas ces 3 valeurs-là en pondération de l'indice, France Télécom devait faire 20% de l'indice à l'époque, vous faisiez moins bien que l'indice. Donc, toute une série de ces grands instruments de placement collectif, caisses de retraite et autres, on dit aux gérants, vous êtes nuls, il faut que vous achetiez, et donc je vais vous remplacer par un fonds indexé. Et ils ont donc mis ça dans un fonds indexé, et immédiatement, France Télécom, Vivendi et Alcatel, dans les 3 ans qui suivent, ont baissé de 90%. Pas un gérant rationnel n'aurait acheté France Télécom, géré pour M. Bon à l'époque, qui allait tout droit à la faillite. Mais comme elles étaient très grosses dans les indices, il y avait le système d'indexation faisait que les indices, plus la valeur était grosse, plus ils en achetaient. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire en bourse, il faut acheter quand c'est pas cher. Là, plus c'était cher, plus ils étaient obligés d'en acheter. On imagine mal un système plus imbécile. Donc, les réglementations sur les instruments collectifs vous empêchent presque d'avoir une performance convenable à terme. Donc, il faut que vous repreniez en main votre propre gestion. Alors pour ce faire, il faut quand même un minimum de compétences. Tout le monde n'est pas capable d'assurer une gestion aussi performante que possible de ses avoirs. Finalement, la veuve de Carpentras, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Est-ce qu'elle doit d'abord, si possible, ne pas confier son argent à l'État? C'est déjà un premier point. Déjà ne pas acheter d'obligations, ça voilà. C'est un gros progrès. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors elle peut quand même pas aller se placer toute seule à Hong Kong. Non, elle ne peut pas aller s'installer à Hong Kong. Vous avez toute une série de gérants qui font une gestion tout à fait convenable. En général, des maisons qui sont relativement de taille petite ou moyenne, qui gèrent l'argent avec beaucoup de soin. Dans le domaine de la gestion de patrimoine, quand vous êtes relativement petit, la performance est votre souci numéro 1, et en particulier ne pas perdre d'argent. Quand vous êtes une grande gestion, dans une grande banque à réseau française, le but numéro 1, c'est d'être collé sur la moyenne. Parce que si vous êtes collé sur la moyenne, vous n'allez pas perdre de clients, vous n'allez pas en gagner, mais vous êtes déjà suffisamment gros, ça vous rapporte très bien. Donc, quelque part, encore une fois, il faut éviter d'investir avec des rentiers qui n'ont qu'un objectif, c'est de préserver leurs avantages acquis, et investir de façon diversifiée avec une série de gens qui sont prêts à vous accompagner dans le risque que vous êtes prêts à prendre. Et ainsi, vous serez tout à fait dans le message de Jésus. Et ensuite, en plus, vous serez tout à fait dans le message de Jésus. N'allez jamais chez les rentiers. La télévision a repassé
fameux film de Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on s'aperçoit que finalement la mode de Jésus, ça avait un certain charme dans cette radio qui était une espèce de compromis ou de mélange entre Europe 1 et RTL, toute maison que Jean-Yann avait fréquentée assidûment et dont il avait effectivement tiré le meilleur profit pour en faire quelque chose de très drôle. Alors, il y a un autre aspect des choses qui est très important également qu'il va falloir aborder, c'est celui qui consiste à s'interroger sur l'avenir de nos économies et notamment sur l'avenir de notre monnaie commune, puisque maintenant nous avons une monnaie commune, l'euro, depuis 2002. Elle existe depuis 1999, mais elle est devenue monnaie opérationnelle depuis 2002. Et dans votre livre, ainsi que dans d'autres articles que vous avez écrits, vous énoncez un certain nombre d'inquiétudes sur la cohérence de l'euro. Et est-ce que ces inquiétudes sont aujourd'hui aggravées, maintenues, ou elles sont un peu diminuées peut-être ? À mon avis, elles sont en train de s'aggraver à nouveau de façon assez profonde. Laissez-moi expliquer quelque chose. Ça peut prendre 2 minutes, et je m'en excuse, mais en 1997, nous avons eu une grande crise asiatique. Les monnaies asiatiques ont, pour des raisons diverses et variées, baissé de 50%. En termes techniques, ça s'appelle une variation des termes de l'échange. C'est-à-dire que d'un seul coup, le consommateur européen pouvait s'acheter du travail asiatique 50% moins cher que quelques mois plus tôt. Donc, hausse du niveau de vie du consommateur européen. En même temps, comme sa monnaie devenait un peu surévaluée par rapport aux monnaies asiatiques, nos taux d'intérêt, pour entériner cette surévaluation de monnaie, étaient très bas. Donc on s'est retrouvé avec des taux d'intérêt très bas. Aujourd'hui, l'Asie a digéré la crise asiatique et nous sommes en train de connaître un contre-choc asiatique. Les monnaies asiatiques ont commencé à monter contre les nôtres et vont continuer à monter. Les excédents d'épargne qu'avait dégagé l'Asie pendant 10 ans et qu'ils investissaient dans nos marchés obligataires et qui avaient nos taux d'intérêt à 2%, ils sont en train de se retirer. Donc nos taux d'intérêt sont en train de se normaliser, de remonter vers 3 ou 3,5 à toute allure. Je parle en termes réels, c'est-à-dire déduction faite de l'inflation. Alors maintenant, c'est là où on arrive à un moment intéressant. Vous prenez un pays comme l'Italie, qui a un taux de croissance structurelle de 1,5% par an. Si les taux réels sont à 2, vous pouvez emprunter à 2 pour une croissance de 1,5, vous êtes un État souverain, ça peut durer 5 minutes, vous avez le temps. Si les taux réels remontent à 4, parce que l'Asie cesse de nous subventionner, eh bien, qu'est-ce qui se passe votre dette augmente mécaniquement. Deux fois plus vite que votre PNB. Voilà. Et donc, à un moment ou à un autre, l'Italie va se retrouver devant un scénario argentin. La dette italienne est aujourd'hui à 106% du PNB. Si elle croît de 4% par an et la richesse de 1% par an, vous n'avez pas besoin d'avoir fait de longues études pour savoir qu'on va avoir un problème. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la crise asiatique a amené à une subvention du consommateur américain, dont tout le monde a parlé, et elle a amené à une subvention de l'État social-démocrate européen dont personne n'a parlé. Cette subvention est en train de disparaître pour le consommateur américain, qui est en train de s'ajuster, on voit avec le problème de l'immobilier aux États-Unis. Elle va avoir exactement le même effet sur nos consommateurs publics européens. Donc le temps de la réforme et de la baisse du poids de l'État est arrivé. Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est l'Argentine. C'est l'Argentine. Donc alors, le choix, ça va être ou l'Argentine ou la réforme. Alors l'Italie est dans une situation évidemment assez périlleuse, très périlleuse même. Il y en a d'autres. La France est un peu moins mal lotie en ce qui concerne la part en pourcentage du PIB de sa dette. Il n'empêche qu'elle est très importante, surtout si on ajoute la dette relative au salaire au traitement aux retraites des fonctionnaires, pardon. Mais que se passera-t-il si demain un pays comme l'Italie, voire comme la France, est obligé de faire faillite, donc il doit sortir de l'euro par définition? Je ne crois pas qu'ils feront faillite, si vous voulez. Il faut savoir quelque chose, les auditeurs ne le savent probablement pas, mais la dette de l'État italien ou de l'État français est labellée dans la monnaie de l'État souverain italien. Aujourd'hui, la monnaie de l'État souverain italien, c'est l'euro. Demain, un acte du Parlement italien peut décider que ce sera la nouvelle lire. Et donc l'État italien ne fera pas faillite. Simplement, il faut bien que les gens se rendent compte que si ce scénario venait à se produire, il est tout à fait évident que vous ne seriez pas remboursé en euros, mais en nouvelle lire. Il serait probablement beaucoup plus basse que le cours de l'euro. Donc,
quelque part, l'euro, j'ai toujours soutenu que c'était un Frankenstein financier, une solution à la recherche d'un problème, la première étape vers un gouvernement européen dont personne ne veut, ni les Hollandais, ni les Français, donc vous vous dites, l'étape suivante après l'euro, c'était la création d'un gouvernement européen, cette étape suivante n'aura pas lieu, donc on a commencé comme à bâtir la moitié d'un pont, comme le pont d'Avignon, puis si vous voulez de l'autre moitié, il y a le Rhône qui est là, et puis il n'y a rien de l'autre côté, on n'ira jamais de l'autre côté, il n'y aura jamais d'État européen. Donc, en fait, l'euro est une monnaie forcément menacée, puisque si vous avez une partie des membres de la zone euro qui sont obligés d'émettre leur propre monnaie, d'une manière ou d'une autre, une monnaie artificielle en grande partie. Rembourser leur dette. Ouais, donc vous n'avez pratiquement plus de réalité à cette fameuse zone monétaire qui est censée constituer l'euro et qui, selon la définition bien connue des zones monétaires optimales, n'en est pas une. Alors c'est aussi un des autres aspects qu'il faut considérer. Est-ce qu'on peut durablement avoir dans la même zone monétaire des pays dont la croissance est très faible, comme c'est la France actuellement, ou l'Italie, et d'autres comme l'Espagne ou l'Irlande et quelques autres dont les progrès sont largement supérieurs? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est tenable? Mais écoutez, c'est une question intéressante. La façon dont on peut répondre, c'est ça. La différence de croissance vient souvent d'une différence de qualité de gestion qui se traduit en termes techniques par une meilleure productivité. Eh bien, si vous avez un taux de change fixe entre deux pays et que dans le pays, le premier, vous avez une productivité de 4% par an et dans l'autre, une productivité de 1% par an, la façon dont la différence se résorbe, c'est par une augmentation du chômage dans le pays qui a 1% par an, puisque vous ne pouvez pas ajuster par les prix. Donc une augmentation des déficits budgétaires, donc une augmentation de l'endettement. Et à terme, je ne vois pas que ce soit un système qui retourne naturellement à l'équilibre. La seule façon, c'est de prendre des réformes de structure, pour que dans le pays qui a 1% de productivité, on passe à 4% de productivité. Mais encore une fois, on retombe sur la réforme de l'État. Encore une fois, il va falloir nettoyer les écuries d'Augias. Et les réformes de l'État, ça ne se passe pas par une toute petite réforme issue. Là, ce n'est pas une histoire de boîte à outils, c'est une histoire de réforme profonde. Il faut un choc culturel. Alors ce choc culturel, d'une certaine manière, on en a vu quelques aspects, quelques prémices. Le discours de Nicolas Sarkozy était un discours qui allait dans le bon sens, incontestablement. Ce qu'on peut lui reprocher, et je ne suis même pas sûr qu'il en soit totalement conscient lui-même, c'est l'inadaptation des mesures qu'il a avancées jusqu'à présent avec le langage qu'il a tenu. Si vous voulez réhabiliter, non pas la valeur travail, parce que ça c'est l'antienne marxiste, mais la valeur du travail, c'est-à-dire que votre travail peut trouver preneur et que le résultat de ce travail peut vous améliorer votre situation et vous enrichir, à ce moment-là, il faut bien autre chose que quelques mesures sur les heures supplémentaires ou sur la détaxation partielle ou la défiscalisation des intérêts des emprunts pour acheter de l'immobilier. Il faut beaucoup plus. Or, ça, nous n'en sommes pas là et c'est quand même un sujet d'inquiétude évident, car si il n'y parvient pas, que va-t-il se passer? Mais d'abord, tout à fait, mais commençons par le commencement. 100% de la valeur dans un pays est créée par à peu près 5% des gens, encore une fois, qui s'appellent les entrepreneurs. C'est un phénomène qu'on constate dans tous les pays. Par exemple, la quasi-totalité des emplois est créée par les toutes petites entreprises ou les PME. Les grandes entreprises ne créent quasiment rien. Ces entrepreneurs sont extraordinairement sensibles à quelque chose qu'on est connu d'appeler le taux marginal d'imposition. C'est-à-dire si vous avez une très forte rentabilité sur vos placements, plus on vous en laisse, plus vous pouvez réinvestir et plus la croissance augmente. Si on vous pique 80% de votre argent, vous pouvez réinvestir beaucoup moins que si on vous en laisse 80%. Je crois que ça tombe sous le sens. Donc, il n'y a pas eu de réforme et de baisse du chômage dans aucun pays au monde sans qu'il y ait une baisse profonde du taux marginal d'imposition sur ceux qui gagnent le plus. C'est-à-dire que faire baisser le taux marginal d'imposition sur 95% des gens, ça ne sert à rien. Encore une fois, ils vont dépenser un peu plus, comme ça, on pourra acheter un peu plus de produits chinois. Ce qu'il faut, c'est libérer les 5% qui sont à l'origine de la croissance, qui réinvestiront. Mais à ce moment-là, on rentre dans ces espèces de calembredène, encore une fois, de justice sociale, où ça permettrait aux riches de gagner plus. Mais
Pour vous donner un exemple, M. Bush a baissé les impôts massivement en 2000-2001, ce qui a créé des grands problèmes aux États-Unis. Aujourd'hui, les 5% qui payent le plus d'impôts aux États-Unis payent 50% de la totalité des impôts payés aux États-Unis, c'est-à-dire plus que les mêmes 5% en 2001. Et le déficit budgétaire américain est en train de se réduire à toute allure sous l'afflux de rentrées fiscales. Donc si vous voulez que les gens payent plus d'impôts, il faut baisser le degré d'imposition. C'est ce qu'il appelle l'analyse marginale. Alors, ça revient également à ce que je citais tout à l'heure, cette fameuse enquête sur le plaisir qu'on a à donner volontairement. On a un plaisir à investir également lorsqu'on a les moyens d'investir. C'est aussi simple que cela. Mais malheureusement, là, il s'agit de psychologie individuelle. Et nous, en France, on a une certaine tendance à considérer que la psychologie dite sociale, c'est-à-dire en fait faire des risettes tout ce que la société peut charrier finalement de plus vicieux au sens économique du terme. Mais c'est ce que je montre dans mon livre sur Jésus, si vous voulez. À un moment, vous savez, Marie-Madeleine nettoie les pieds du Christ avec du parfum et puis les essuie avec ses cheveux. L'essence de nard. L'essence de nard, ce qui fait c'est une des scènes les plus érotiques que j'ai jamais lues d'ailleurs. Ah, oui. C'est sublime. Et Judas dit c'est scandaleux, cet argent, on aurait pu le donner aux pauvres. Christ l'engueule de façon abominable en disant mais enfin, vous ne m'aurez pas toujours, et des pauvres, il y en aura toujours. Et donc, c'était l'acte de don gratuit, l'acte de prise de risque, encore une fois, qui était absolument recommandé dans les évangiles. Mais je suis bouleversé par les évangiles, parce que je les avais parlé depuis longtemps. J'ai été élevé chez les jésuites, donc je les connaissais quasiment, si vous voulez, ça faisait partie de ma programmation, quoi. Mais les relire, il faut relire simplement ce que Jésus a dit. Les commentaires autour, ça n'a aucun intérêt. Il faut les relire, c'est assez étonnant. En tout cas, voilà, qui va certainement faire plaisir à tous ceux qui font commerce de livres religieux, et en particulier de livres originaux, ceux dont précisément vous dites dans votre ouvrage qu'on a très longtemps voulu en cacher au fond la substance, car la lecture des évangiles est souvent plus que détonnante, elle est révolutionnaire. Elle est complètement décapante, et c'est à l'origine de ça, si vous voulez, que vous trouvez toutes les grandes condamnations morales sur l'esclavage, sur toutes les recommandations sur la liberté individuelle, interdire l'envie. Et c'est tout à fait remarquable. Ce qui prouve que même dans une émission dont le sujet était l'économie, on peut d'une manière ou d'une autre tomber sur d'autres considérations, et en particulier sur une lecture libérale, économique et finalement très humaine des évangiles. Alors il me reste, Charles Gave, de vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous voir entre deux avions de Hong Kong ou ailleurs. Deuxièmement, de vous remercier aussi de vos ouvrages qui ont fait progresser beaucoup la pensée économique en France, parce que finalement, des théoriciens, il y en a pas mal, ce n'est pas ce qui manque, mais au fond, des gens capables d'être pédagogues, c'est-à-dire d'essayer de faire comprendre l'économie à leurs concitoyens, c'est une bonne chose, et car il n'y en a pas beaucoup, donc c'est ce que vous avez fait. Et j'ai en outre un motif de satisfaction personnelle à vous exprimer, c'est que vos lecteurs sont aussi les miens, figurez-vous. J'ai appris, en regardant un petit peu les sites internet, que ceux qui achètent vos livres, ou ceux qui achètent les miens, sont les mêmes. Bon, ça n'a rien de surprenant. Ça n'a rien de tout à fait surprenant. Nous sommes effectivement souvent sur la même longueur d'onde, et aujourd'hui nous étions sur la longueur d'onde de Reichmann TV, et j'étais très heureux de vous accueillir. Donc il me reste à attendre avec une grande impatience votre prochain ouvrage. Est-ce qu'il y en a un sous presse, ou en tout cas sous le développement de mes affaires à Hong Kong est tel que j'ai pas autant de temps que je souhaiterais pour me... Non, je crois que je vais attendre d'avoir une nouvelle idée, et à ce moment-là, je la soumettrai aux lecteurs français. Voilà, c'est un excellent programme. D'ailleurs, il n'est pas absolument indispensable d'être un polygraphe pour être lu, ni pour avoir de l'influence. Je crois que le bon principe, en tout cas c'est celui que j'estime le meilleur, ça consiste à parler ou à écrire quand on a quelque chose à dire, et sinon on peut aussi bien s'en abstenir et humer l'air du temps dans l'attente des bonnes idées, ou du vol d'un papillon à l'autre bout du monde qui viendra tout d'un coup bouleverser la donne ailleurs. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Je rappelle une dernière fois le titre des ouvrages de Charles Gave, c'est une révolte. Non, sire, c'est une révolution, aux éditions Bourrin, et un libéral nommé Jésus, que voici, aux éditions Bourrin également.
Merci donc de votre attention. À très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux et vive la France.